Alors maintenant, juste pour démarrer et se mettre en jambes, je souhaiterais que chacun de vous se présente et dise s'il l'a fait, hein, parce qu'on peut très bien aussi se dire que l'assiette carbone n'est pas forcément une priorité, mais si dans les 2 dernières années, vous avez changé quelque chose dans la consommation alimentaire et dans cette idée de réduire l'empreinte de votre consommation, eh bien, vous nous le dites en une phrase. On va aller très vite, on va faire un tour rapide et puis après, on creusera plus les sujets. Alors, pour démarrer, comme d'habitude, si Barbara veut bien se prêter au jeu et commencer, ce serait très gentil. Oui, ben, changeons rien. Hein. Bah oui. Donc, Barbara, Alim engagée. Et donc, oui, moi, ça fait même beaucoup plus que 2 ans avant même de réfléchir bas carbone ou autre. Donc, ça fait à peu près maintenant 7 ans que j'achète ma viande exclusivement chez un producteur juste à côté, sans même me poser la question de la méthode de production bio ou pas. Enfin, je le connais, donc je connais ces animaux. Et donc, ça fait très, très longtemps que j'ai la démarche d'aller acheter directement chez le producteur, en tout cas pour la viande, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Barbara. Je te laisse transmettre la parole à quelqu'un d'autre. À Elisabeth, que je souhaite accueillir. C'est sa première venue parmi nous dans le débat. Donc, je suis très, très contente qu'elle soit là. Alors, à elle l'honneur. Bonsoir, Elisabeth. Merci d'être Bonsoir. là. Ben, merci à vous. Merci, mais j'espère pouvoir revenir les prochaines fois. Moi, ça fait longtemps aussi, enfin longtemps, ça fait 2-3 ans que je mange local, aussi pareil, hein, comme Barbara, pour tous les produits, le plus possible, hein, peu importe que ce soit bio ou raisonné, vraiment local et avec le moins d'emballage possible. Je préfère acheter des choses qui coûtent plus cher, mais manger moins et meilleure qualité et des choses consommées de façon plus éthique. Voilà. Merci beaucoup. À qui vous donnez la parole, Elisabeth? Je ne connais pas tous les participants, donc je me souviens très bien de Mathis à Orléans, mais je ne sais pas qui participe là ce soir. Comme je n'ai pas de connexion Internet chez moi, là je suis en plein déménagement, c'est un peu compliqué. Eh bien, Mathis alors. Merci. Bah, du coup, moi je dépends, on va dire, de ce que ma mère me cuisine en grande partie, mais on va dire qu'ensemble, on essaye de manger le moins de viande possible. Je ne suis pas encore végétarien, mais je suis sur la voie du végétarisme. Et puis, globalement, on va dire que mon assiette, je me bats surtout au niveau de la cantine. Enfin, je me bats pour qu'on puisse choisir une alimentation végétale quotidiennement à la cantine. Donc, moi, c'est surtout aussi sur ça que j'essaye d'agir. D'accord, merci beaucoup Mathis. Passer la parole à Philippe. Bonsoir à tous, bonsoir Mathis. Donc moi je suis agriculteur et donc nous on produit beaucoup sur l'exploitation, donc on fait très peu de courses. Ceci dit, au-delà de nos volailles, on achète notre viande chez des copains qui sont voisins, qui produisent sur place et qui transforment. Et tout ce qui est pâtes, etc., c'est la même chose. Semoule, c'est aussi un collègue qui est dans l'association Bienvenue à la ferme, excusez-moi du mot, où on est adhérent. Et autrement, on achète quand même des bananes qui ne sont pas très locales. On achète, c'est terminé, je ne veux plus entendre parler d'avocats. On a acheté encore des avocats il y a très peu de temps. Voilà, donc, et on a un jardin, donc on produit beaucoup de végétal. On mange que pratiquement tous les soirs, c'est que du végétal. Par contre, le midi, c'est soit viande, soit poisson, tous les jours. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. À qui tu passes la parole? Jean-Luc. Merci. Alors moi, j'ai considérablement fait évoluer mon alimentation, mais moi je suis dans un choix omnivore. Je pense que s'il y va de la survie de l'humanité, je vous expliquerai ça plus en détail si ça vous amuse. Et par contre, effectivement, ce que j'essaie, c'est de consommer, dans la mesure du possible, parce que je suis en pleine région parisienne, donc c'est un peu compliqué, que des animaux bien élevés, mais aussi des végétaux bien élevés. D'accord. Merci beaucoup, Jean-Luc. Je passe la parole à Eric. Voilà. Eric? Oui, excusez-moi, j'étais en train de dormir. C'est évidemment une base. Alors moi, je suis plutôt flexi-végétarien.
attaché aux produits sous signe de qualité et je m'attache à manger des produits de saison. Voilà mes quelques règles de base. D'accord. À qui tu passes la parole, Eric? Eh bien, à qui je passe la parole? Eh bien, à Sophie. Merci. Alors moi, c'est Sophie, je suis également une anime engagée et juste pour vous introduire mes choix, j'ai changé mon alimentation il y a 2 ans suite à un voyage en Amérique du Sud de 6 mois où j'ai été confrontée malheureusement à l'élevage massif et puis à la consommation de viande matin, midi et soir. Et donc, je ne mange quasiment plus de viande. Mais mon conjoint mange de la viande et donc du coup, je l'achète maintenant systématiquement en local et chez un éleveur que je connais plus ou moins. Et juste pour rebondir sur ce qu'a dit Philippe Noyau, en Amérique du Sud, par contre, j'ai privilégié les légumes et notamment les avocats qui sont vraiment excellents. Et ça me manque beaucoup. Et donc, les seuls avocats que j'achète, c'est des avocats qui viennent d'Espagne. Mais il avait parlé la dernière fois des fraises qui venaient d'Espagne, qui étaient un peu catastrophiques. Donc, j'aimerais bien avoir son retour sur les avocats d'Espagne. Voilà, c'est une question à parté. Merci beaucoup, Sophie. À qui vous donnez la parole, Sophie? Pardon, je vais donner la parole à Alain. Bonjour à tous. En fait, moi, mon choix, il est d'être omnivore et de souhaiter le rester le plus longtemps possible, avec une assiette plutôt qui serait pas tellement axée sur le carbone, mais plutôt sur le bon sens et sur la qualité. La gastronomie est quelque chose d'extrêmement important et il faut le conserver. Donc, on a de très bons aliments. Et puis, le bon sens va nous dire qu'il faut acheter effectivement de saison, en proximité. Et puis voilà, puis les préparer le mieux possible et que ce soit le meilleur possible. Et la viande doit garder une place tout à fait respectable. Moi, l'évolution vers le véganisme me fait très très peur. Voilà, ça me paraît être une religion, donc j'aime pas. Merci beaucoup, Alain. À qui vous donnez la parole? Alors, je donne la parole à Séverine, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, bonjour. Donc, alors moi, je travaille dans l'agriculture aussi. Moi, j'ai fait évoluer mon alimentation à partir du moment où j'ai eu des enfants. Avant, en étant étudiant et travaillant, on mangeait pas très équilibré. Donc, du coup, j'ai privilégié plus équilibré, de saison, aussi de la viande. Plutôt le midi, pas le soir. Mais par contre, voilà, j'essaye avec la croissance aussi d'enfants. Je rejoins un peu tout ce qui est vegan et tout. Je me pose des questions par rapport à la croissance et le besoin pour notamment les enfants ou autres, de garder un peu de protéines. Voilà. Et puis, j'essaie de regarder. Et j'achète chez mes voisins ou je prends dans le jardin et j'ai des poules, donc je consomme les œufs directement dans le jardin. Voilà. Cool. Merci beaucoup. Simon, tu veux dire quelques mots sur… Oui, bah, moi, de mon côté, mon assiette carbone, elle est un petit peu comme la vôtre. Après, justement, je vais peut-être évoquer quelque chose qui est un peu différent, c'est que je suis pas mal sur la dimension, enfin, je fais beaucoup de sport, donc forcément, j'ai besoin d'un apport protéine important. Et je pense que beaucoup de monde, en fait, devrait avoir un apport protéique plus important, que ce soit végétal ou animal, simplement parce que les protéines, c'est pas que pour les muscles, c'est aussi notamment pour les organes, et que beaucoup de gens, en fait, en 2021, ne consomment pas assez de protéines, que ce soit encore une fois végétal ou animal. Et donc, ça peut occasionner des problèmes de santé très importants. Voilà. Merci beaucoup, Simon. Merci. Alors, je vais juste partager avec vous deux slides et puis on reprendra la discussion. C'est les résultats d'une étude du WWF qui devait être avec nous ce soir et puis qui a eu un empêchement. Je vais peut-être mettre en plus grand, mais pas… Voilà. Donc, à panier équivalent, c'est-à-dire pour 189 €, le panier qui est un panier beaucoup plus respectueux de la planète comprend
plus de fruits et légumes, moins de boissons sucrées. On n'a pas du tout, là, dans notre tour de table, parlé de la boisson, mais la meilleure boisson pour le bilan carbone, c'est l'eau du robinet. Moins de poissons sauvages et de viande, ça, on est tous au fait, et plus de légumineuses. Moins de produits transformés, là aussi, on en a assez peu parlé. La charge des produits transformés est forcément plus importante que celle des produits bruts. Et plus de céréales complètes, avec 50% de produits labellisés qui garantissent en fait qu'ils sont bien élevés, que ce soit le végétal ou l'animal. Et du coup, on a une assiette carbone une assiette idéale finalement pour 2500 calories par jour, qui sera composée de 200 grammes de fruits, 300 grammes de légumes, 250 grammes de produits laitiers, 232 grammes de céréales complètes, 50 grammes de féculents, 52 grammes de graisse et d'huile, 125 grammes de protéines végétales, ce qui pour le moment n'est pas souvent le cas, et seulement 84 grammes de protéines animales. Voilà, je voulais partager ces études avec vous parce que je pense que ça cadre bien les choses pour démarrer. Et maintenant, la parole est à vous. Alors, sur un démarrage qui, en fait, on voit dans toutes vos prises de parole que les choses changent, que tout le monde a conscience qu'en changeant une petite partie ou une grosse partie de son alimentation, il peut agir sur ce problème qui nous habite tous, qui est le réchauffement climatique. La question de départ, ce serait comment accélérer les choses, comment faire en sorte qu'on aille plus vite, plus fort, puisque finalement l'assiette, c'est quelque chose de très individuel qui nous appartient tous et sur lequel tout le monde a une action possible. Voilà. Qui veut partir? Qui veut Mathis. Merci. Du coup, effectivement, il y a quelque chose que je voudrais aussi rappeler, c'est que si on regarde vraiment juste au niveau carbone, le fait, par exemple, de devenir végétarien, donc c'est-à-dire que de supprimer totalement sa consommation de viande et de poisson, c'est le geste le plus efficace pour réduire son empreinte carbone. C'est-à-dire qu'au niveau individuel, même si vous arrêtez totalement de prendre la voiture ou si vous ne prenez plus l'avion, il n'y a pas de geste plus efficace que d'arrêter de manger tout simplement de la viande. Donc voilà, c'est vraiment pour avoir en tête que on va dire que aussi ce qu'on mange, c'est plus important que comment on le produit ou bien d'où ça vient. Et donc, c'est vraiment au niveau de la viande qu'il y a le plus d'efforts à faire, on va dire. Et donc, le problème, on n'a presque jamais mangé autant de viande qu'actuellement. Là, depuis ces dernières années, on voit que tout doucement, ça commence à redescendre en France, mais on est à un niveau de consommation, en tout cas même de produits animaux assez élevé. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Le problème, c'est effectivement, on est en France, on est le pays de la gastronomie, et donc souvent, on a beaucoup de réticence à agir sur notre plat. Donc, je pense que c'est important déjà de se renseigner, d'être bien au fait des chiffres et de la réalité qu'il y a derrière. Donc, effectivement, souvent, on pense que la viande, c'est super important, qu'il faut absolument manger de la viande pour être en bonne santé, ou bien qu'on a besoin de beaucoup de protéines, mais pas forcément, et que déjà un plat végétarien, c'est tout à fait équilibré. Il y a plein de choses qui peuvent être faites pour vraiment accélérer la chose. Donc moi, je vais vous parler d'une chose sur laquelle moi, je travaille depuis quelques mois, c'est la restauration collective. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, j'ai plus le chiffre exact, mais on a des centaines de millions de plats qui sont pris dans la restauration collective. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que dans la plupart du temps, dans la restauration collective, on a parfois le choix entre deux menus, mais les deux menus, c'est un menu avec la viande et l'autre menu avec le poisson. Donc, il est déjà, je pense, important de laisser le choix aux personnes de la restauration collective, notamment aux élèves au niveau de l'école. Aujourd'hui, moi, je peux vous dire, je ne mange pas du tout de viande à la cantine, et donc il m'arrive très souvent de manger juste une assiette de riz. Et donc, aujourd'hui, on va dire que c'est plus possible de laisser des enfants ou des élèves manger juste une assiette de riz. Je pense qu'on a tous envie que tout le monde mange équilibré, et c'est tout à fait possible de le faire sans manger de viande. Et donc, je pense que déjà, ce qui est important, c'est que donc là, du coup, c'est quelque chose qui a fait au niveau politique, mais c'est d'offrir déjà une option, la possibilité à tout le monde de choisir son alimentation, de choisir de manger végétarien. Aujourd'hui, on a la loi climat qui est en train d'être discutée.
cette loi ne permet pas aujourd'hui dans les écoles de donner ce choix aux élèves. Mais je pense que déjà, agir au niveau de la restauration collective, qui représente énormément de repas, je pense que c'est très important. Merci beaucoup, Mathis. Est-ce que je peux répondre? Comment? J'aimerais bien répondre à ça. Oui, Jean-Luc. J'ai fait exprès de dire que j'avais fait le choix d'être omnivore. Parce que si on veut que les gens changent leur alimentation et on veut avoir un impact très fort au plan climatique, mais au plan écologique, leur dire la seule issue, c'est devenir végétarien, on a perdu dès le départ. À savoir que nous, on a une expérience très intéressante dans une ville en transition qui est près de Rouen, qui s'appelle Malonnet, où on a 3 familles qui ont accepté de jouer le jeu pendant 3 mois, de modifier leur alimentation avec, en utilisant notre outil qui est un éco-calculateur qui permet de calculer le poids carbone de son alimentation. Et il y avait une famille très carnée, il y avait une famille flexitarienne et il y avait une famille végétarienne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en utilisant l'outil et en mesurant l'impact de leur alimentation, les 3 familles ont baissé le poids de leur alimentation, toutes les 3 de 30%. C'est-à-dire les carnés ont été un peu mieux choisi leur viande, les flexitariens ont fait un meilleur équilibre avec un peu plus de légumineuses, et les végétariens ont aussi fait attention à prendre de plus en plus de produits de saison, moins de produits hors saison. Donc, je crois que le vrai enjeu, si on veut s'en sortir au niveau climatique, mais écologique globalement, parce que ce n'est pas la même chose, hein, ça, on pourra en parler plus tard, c'est de dire que quelle que soit son alimentation, quel que soit son choix alimentaire, on peut tous agir sur le poids carbone et l'impact écologique de notre alimentation. Et je terminerai en disant que de toute façon, si on veut vraiment avoir une bonne alimentation végétarienne, on ne pourra pas se passer d'animaux. Parce que si on se passe des animaux et entre autres de l'engrais qui est fourni par les animaux, on est obligé de passer en chimie. Et là, on est avec du pétrole. Et ça me paraît pas une bonne idée. De même, avec la viande, si on veut de la viande bien nourrie, bien élevée, etc., il faut aussi avoir des végétaux qui ne sont pas des tourteaux de soja OGM qui proviennent de la déforestation d'Amérique du Sud. Merci beaucoup, Jean-Luc, pour cette remarque. Et juste avant, je vais donner la parole, mais ce que je trouve très intéressant, c'est que finalement, à partir du moment où on commence à calculer son empreinte carbone, que ce soit dans l'alimentation, chez nous, moi j'ai un mari qui est obsédé par le chauffage, ou que ce soit, enfin, quel que soit là où on veut faire porter son effort vis-à-vis de la planète, il faut qu'on ait un calculateur, parce que sinon on ne se rend pas compte de l'effet de ces efforts. Ça me semble vraiment indispensable. Merci en tout cas. Barbara voulait intervenir depuis un petit moment. Donc, moi, de façon un peu décalée, comme dit, effectivement, l'eau du robinet même est la seule boisson qui est absolument indispensable dans le panier de course. Par contre, pour le moral, c'est pas forcément le mieux, hein, donc faut aussi le dire ça, hein, il est nécessaire de prendre soin de son moral, c'est très important. Donc il faut de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Ouais. Non, mais clairement, je crois que souvent on se place dans le sens de l'effort, dans le sens de, n'oublions pas quand même que dans tout ça, si vous voulez que ça marche, il faut qu'il y ait 50% de plaisir, sinon ça ne marchera pas. Et sinon, on n'arrivera pas à emmener les gens avec nous. Et donc, vraiment, n'oubliez pas ça. Donc, buvez ce que vous voulez. Effectivement, pas trop sucré. Il y a plein de boissons qui ne sont pas sucrées du tout, mais qui sont top. Et puis, je suis assez admirative, effectivement, de la démarche de Mathis. C'est vrai qu'il faut proposer des solutions différentes que ce qui a été fait de par le passé dans les cantines de nos enfants, parce que c'est aussi eux qui vont, mais avec vraiment dans le cadre d'un régime omnivore et de laisser le choix complet. Et c'est vrai que l'enfant qui ne prend pas de viande ni de poisson doit quand même avoir une part de protéines nécessaire à sa croissance. Et là, je le rejoins assez. Mais par contre, oui, moi, je mange et je bois de tout parce que c'est pas possible de faire autrement. Ce qu'il faut trouver, c'est l'équilibre, c'est trouver l'équilibre nutritionnel et l'équilibre dans ses engagements. Mais n'oubliez jamais le plaisir, sinon ça marche pas. Merci beaucoup, Barbara, de nous rappeler aux bonnes choses de la vie.
Elisabeth a levé la main et Séverine et Philippe après. Oui, oui, merci. Je voudrais apporter plusieurs éléments. D'abord, par rapport à nos besoins en protéines, une nutritionniste m'a dit que c'était uniquement, on avait besoin en réalité que de 1 gramme par 10 kilos de poids corporel. Donc, ça fait très très peu, faites le calcul. 1 gramme de quoi? 1 gramme de protéines par 10 kilos de masse corporelle. Donc, si on fait 60 kilos, on n'a besoin que de 60 grammes par jour de protéines. Ah oui, c'est 1 gramme par kilo, oui, oui. Ça, c'est la recommandation. 1 par kilo, pardon, pas par 10 kilos. Ça, c'est la bonne recommandation, en effet, c'est ça. Voilà. Pour une personne standard, pour une personne lambda. Voilà, donc c'est, oui, 1 gramme par, 1 gramme par kilo, pardon. C'est vraiment peu, hein, pas par 10 kilos. Donc, effectivement, on a largement de quoi réduire nos besoins. Après, je me pose des questions par rapport à la lunette, le cadre du poids carbone. Parce qu'à ce moment-là, si on ramène ça, par exemple, à l'énergie qui a moins d'impact carbone, c'est le nucléaire. Donc, je crois que pour l'alimentation, ce n'est pas forcément la lunette, la meilleure lunette. Il y a beaucoup d'autres choses à prendre en compte. Et par rapport à la question du véganisme, il me semble que le véganisme, le souci, c'est que ça détruit l'environnement, en fait. Le tout vegan détruit l'environnement. Un équilibre, un environnement équilibré, c'est avec des animaux, avec des plantes, des arbres, avec de l'agroforesterie. C'est un équilibre. On a besoin effectivement des animaux pour nourrir le sol. Ensuite, si on est vegan mais qu'on consomme beaucoup de produits laitiers, ça veut dire qu'on tue énormément d'animaux, puisque que les vaches... Les véganes ne prennent pas de produits laitiers, par Pardon. définition. Les véganes oui, il y en a deux, il y a vegan végétarien, éventuellement, végétarien, mais pas vegan. D'accord. Mais alors, donc, dans les cultures véganes, il y a beaucoup de cultures intensives pour nourrir cette production végane, pour alimenter cette production, ce besoin végane. Et ce n'est pas forcément des cultures qui sont très respectueuses de l'environnement non plus, quoi. C'est aussi de l'agriculture intensive. Or, il me semble que pour l'environnement, d'une façon générale, ce qui semblerait le plus judicieux à éviter, c'est l'agriculture intensive. Et que les systèmes équilibrés qui préservent le plus l'environnement, donc le climat, c'est l'agroforesterie. Ce sont des systèmes complets, incluant les animaux. Donc, je me méfie un peu du tout vegan. Voilà le tout vegan, actuellement, le problème, il est que souvent, les gens mangent beaucoup de produits ultra transformés, avec tout un tas d'additifs, de choses dont on ne sait pas trop d'où proviennent les produits. Et puis, effectivement, autrement, la solution, c'est l'agroforesterie, l'agriculture en polyculture élevage. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Elisabeth. Et oui, il ne faut juste pas oublier que ce qui a permis aux hommes d'évoluer, c'est l'apport des protéines animales aussi, hein, de développer son cerveau. Donc, peut-être, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée de s'en passer totalement. Ouais. Pas d'évoluer, d'occuper toute la planète et partout. Oui, non, bon, ça, là, c'était... Et de survivre, c'est la seule espèce humanoïde qui est survécue, hein, faut le savoir. Ouais. Séverine, on te donne la parole, ça fait un moment que tu attends. Oui, il y a Philippe aussi, mais moi je voulais te dire, fais attention aussi aux chiffres de tout cibler sur la viande, ce qui est sorti, parce que ça dépend de qu'est-ce qu'on parle sur le carbone. Parce que moi, dans une publication que j'ai vue sur 2018, si on prend dans le bilan gaz à effet de serre, la première, on est quand même à 31%, ce sont les transports, et l'agriculture est à 19%. Donc, il faut savoir, enfin moi, ça me gêne qu'on dise que tout le carbone, c'est la viande, c'est qu'est-ce qu'on parle du carbone et tout ça. Et donc ça, c'est la première chose. Il faut savoir à peu près de quoi on parle dans le carbone. Est-ce qu'on parle bilan gaz à effet de serre? Enfin voilà, c'est vrai, catégorie, etc. Et ensuite, au niveau de la consommation, moi, je rejoins un peu Barbara. Je pense qu'il faut un peu de tout. Et voilà, moi, ce que j'ai peur un peu, c'est... on parlait des cantines. C'est bien de faire évoluer la restauration, effectivement, parce que je pense qu'il y avait des régimes, mais plutôt pas très équilibrés, à moi, pour avoir mangé à la cantine. Par contre, aujourd'hui, quand je vois déjà la journée sans viande qu'ont les enfants, on leur retire juste la viande, mais on ne leur propose pas de choses en complément. Donc, moi, ils mangent du riz et de la sauce tomate. Et voilà. Et moi, franchement, voilà, ça me gêne. C'est-à-dire que si on supprime des choses, c'est vraiment qu'on rééquilibre aussi les choses. Donc, c'est un débat un peu élargi et qu'on apprenne aussi à ce moment-là aux gens, parce qu'on parle de souvent, il faut enlever, mais on ne dit pas qu'est-ce qu'il faut mettre à la place, équilibrer. Et puis après, on parle à tout le monde, mais tout le monde n'a pas accès à tout pour cette nourriture, d'acheter de la viande aussi
un peu plus cher, etc. Donc, ça serait de voir tous les consommateurs lambda, en fait, c'est de savoir comment un peu mieux manger. Et ensuite, quand on discute avec des nutritionnistes, moi, je trouve ça un peu ambigu parce que des fois, on nous parle beaucoup des protéines. On a aussi beaucoup de débats sur tout ce qui est produits laitiers. Il y a des régimes qui enlèvent les produits laitiers. Et aujourd'hui, quelqu'un qui va écouter tout ce qu'on entend autour, je trouve qu'il est un peu perdu. Et moi, je le vois à travers les futures générations où on commence à voir, nous, les jeunes enfants qui ont peur de manger, en fait, et qui se posent beaucoup trop de questions que ce qu'on ne se posait pas. Voilà, moi, la chose que j'ai changé, j'ai pas dit au début, c'est j'achète pas du produit transformé. Donc pour le goûter, ils ont plus de gâteaux industriels. C'est revenu au temps de ce que je mangeais de ma grand-mère avec pain, beurre et carré de chocolat par exemple. J'essaie de faire un maximum la cuisine. Voilà, moi je pense que c'est une des choses aussi qui change, c'est qu'on est passé là où l'évolution positive d'acheter les produits transformés, que ce soit les pizzas fait maison, tous les plats préparés, ça pour moi, c'est une évolution que je trouve intéressante, c'est revenir aussi à cuisiner avec les matières premières. Merci beaucoup, merci Séverine. Philippe, qui attend un petit moment. Non, il n'y a pas de souci. Donc ça rejoint plusieurs interventions suite à l'intervention de Mathis. Donc l'arrêt de la viande, pour moi, il faut déjà arrêter d'importer. Parce que si on n'a pas d'animaux en France, on n'aura pas de fumure. Donc, on sera obligé d'acheter, je reviens, c'est ce que Jean-Luc disait tout à l'heure, on sera obligé d'acheter de l'engrais de synthèse pour pouvoir nourrir nos plantes. Et la deuxième chose, c'est que fait-on de nos prairies et de l'occupation de l'espace et de l'ouverture de l'espace surtout. Et on a des zones très fragiles, entre autres en région centre, on a quand même des zones où il y avait de l'élevage, où il n'y a plus d'élevage et tout a été transformé en végétal. Et en fait, au bout de 15-20 ans, il n'y a plus d'humus dans le sol. Et en fait, c'est des zones qui deviennent plus rentables du tout, qui vont se fermer. Il n'y a plus d'installation, on va se retrouver avec des ronces. Alors peut-être des panneaux photovoltaïques au sol à la place. Ce n'est pas forcément une bonne chose pour moi. Donc, je serais plus modéré. Donc, disons, pour moi, je suis d'accord avec en partie ce que dit Baptiste par rapport à proposer effectivement des menus végétariens, pas imposer, puisque là, on devient dans le dogmatisme. Donc, de proposer et surtout ne pas proposer des steaks végétaux. Il y a plein de belles choses à faire en cuisine avec des protéines. C'est vraiment un régal, mais surtout pas d'imiter la viande, parce que ça, horrible ce truc-là. Après, en revenant, donc moi je suis producteur volaille. Je pense que j'ai déjà échangé avec vous autour de cette table. Volaille en fermière, donc avec nos céréales, on achète un petit peu de complément. C'est des volailles 120-150 jours. L'abattoir est à 45 km. Donc, on les emmène, ils reviennent chez nous après, et les clients viennent chez nous chercher les volailles. Eh bien, je suis persuadé, je n'ai pas encore fait le calcul final, mais que, en fait, mes volailles ont un impact très fort au niveau du CO2. Et que tout à l'heure, il y a eu plusieurs interventions sur l'élevage intensif, mais tout dépend de ce qu'on appelle intensif. Moi, entre les élevages français et les élevages américains, parce que j'y suis allé aussi, je suis allé en Californie, et quand il y a des milliers de bovins qui sont sur le même site, alors que nous, quand on a 100, 150 vaches laitières, pour moi, ce n'est pas un élevage intensif. Et quand on a 100 ou 150 bovins qu'on engraisse dans l'année, ce n'est pas un élevage intensif. Et on a besoin d'organisation professionnelle. Donc, on a besoin dans le film, de cette production pour la proximité. Mais on a besoin aussi, tout à l'heure, il y avait mon ami parisien Jean-Luc, on a besoin aussi d'avoir des organisations de production, de producteurs, pour avoir une économie d'échelle aussi, puisqu'on va transformer un peu plus de volume au même endroit et on va avoir des circuits de distribution qui iront par semis, effectivement, pour réduire l'empreinte CO2 et pour l'apporter à la porte des clients qui sont en ville, puisqu'en ville, il n'y aura pas d'élevage. Voilà quelques éléments que je voulais apporter au débat. Merci beaucoup, Philippe. Florence, on a des réactions sur Facebook, peut-être? Oui. Une ou deux réactions? Alors, j'ai vu une réaction de Rémi qui nous disait « En tout cas, il ne faut pas supprimer l'élevage. Il participe à l'entretien de nombreux paysages en France, donc oui, pour réduire sa consommation et choisir du local. Mais je ne pense pas qu'être végétarien soit la vraie solution. » Et après, on a une question de Loïc qui nous dit « Quelle sensibilisation pour les foyers les plus pauvres qui ont souvent peu d'éducation alimentaire ?» Ouais, ça, c'est un vrai sujet. Merci beaucoup. On va donner la parole à Alain qui attendait Alain.
Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, je ne sais pas si l'angle d'attaque sur l'assiette n'est pas un petit peu n'est pas la priorité. Enfin, pour moi, elle n'est pas la priorité parce qu'en fait, l'influence du milieu agricole sur le climat, il se fait plutôt au niveau des pratiques agricoles. Et là, il y a des tas d'axes de recherche qui sont déjà mis en avant. Il y a les sols qui peuvent devenir des stockeurs de carbone bien plus impressionnants qu'actuellement. Il y a des tas de choses à faire changer et qui ont un poids relatif direct. Et quand on fera ça au niveau de l'agriculture, on le retrouvera dans son assiette. Donc moi, je commencerai d'abord par les pratiques agricoles, par la limitation des engrais. Et là, effectivement, pour ne pas utiliser le moins d'engrais, disons, de synthèse, il faut avoir de la fumure provenant d'élevage. Ce qu'on pourrait souhaiter, c'est qu'il faudrait qu'il y ait quelques élevages en Beauce. Enfin, il faudrait qu'on ait une bonne répartition entre l'élevage et puis les céréales, par exemple. Enfin, globalement, ce que l'on voit, c'est qu'on a tout le secteur ouest Bretagne, là où on a des quantités de fumure colossales, mais il faudrait qu'on organise le transit pour l'envoyer vers les autres terres. Et pour l'instant, je ne sais pas si c'est tellement bien fait, ça. Donc, il y a des voies de progrès. Et puis, alors, un dernier petit commentaire, c'est le riz. Moi, j'ai regardé des vidéos récemment. Là, il y a d'un monsieur qui s'appelle Bruno Parmentier que l'Open Agri-Food avait fait venir. Et il a une chaîne YouTube qui est très, très intéressante. Et ce monsieur parle du riz en disant que le riz, dans la riziculture, on a des nappes d'eau, on met de l'eau en permanence, ce qui n'est pas forcément nécessaire, mais là, on a des dégagements de méthane qui sont colossaux. C'est-à-dire que si on développe la riziculture, ce qui est en train de se faire, là, on a une déflagration carbone par le méthane qui est phénoménale. Donc le riz qui pourrait apparaître dans une assiette comme un végétal tout à fait correct, sur son bilan carbone, il est hors des clous, sauf à changer les pratiques de culture. Et là, il y a du boulot. Donc voilà, c'est simplement ces petits commentaires-là, mais moi, je préférerais l'action auprès de toute l'alimentation transformée. Je crois que là, il faudrait remettre ça en perspective, parce que sincèrement, on se laisse embarquer par des industriels qui décident pour nous ce qu'on doit manger. C'est pas la meilleure des choses. Manger des produits de proximité et que l'on trouve et que l'on cuisine soi-même, je pense que là, on fait un bond en avant colossal. Et donc, moi, j'appelle ça le bon sens. Et on garde la gastronomie comme étant un élément de culture extrêmement important. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas prêt à accepter qu'on déroge à une bonne gastronomie, mais en trouvant les équilibres qui conviennent. Merci beaucoup, Alain. Est-ce que je peux intervenir pour parler? Parce que moi, il y a un truc, depuis le début, on dit oui, il faut acheter à proximité, locale, etc. Et je voudrais un peu casser cette idée, parce que savez-vous quelle est la première région productrice de tomates en France? La Chine. C'est la Bretagne. Donc, si je suis en Bretagne et que j'achète mes tomates en Bretagne, j'ai toutes les chances d'acheter des tomates qui proviennent de serres chauffées, donc qui ont un très mauvais bilan écologique. Donc, le local est très, très intéressant pour maintenir dans les régions, dans les territoires, une agriculture paysanne et donc d'avoir de la production et une autonomie alimentaire. Mais le local, faut faire attention à ce que c'est. Si on a un producteur ou un éleveur à côté de chez nous qui fait un travail totalement industriel, on n'est pas dans des démarches vertueuses. Et il faut vraiment aussi être conscient de ça, c'est-à-dire que on a le droit, il a été évoqué là tout à l'heure, les avocats, les bananes, etc. On a le droit d'aller chercher des choses très loin, si ce n'est pas produit localement, parce qu'on ne va pas s'en priver. Après, ce qu'il faut, c'est voir quels sont. Alors, je suis d'accord avec Alain, ce qui compte, c'est tout l'amont agricole. Hein. Sur les bananes, on le sait très bien. En Martinique, il a été fait un désastre avec le chlordécone absolu. Voilà, donc si les pratiques agricoles sont vertueuses, il n'y a pas de problème d'aller chercher très loin. Alors, j'ai juste changé, moi, dans mes explications sur un domaine, parce que jusqu'à maintenant, je disais, pourvu que ce soit approvisionné en bateau. Et je ne le dis plus. Parce qu'il n'y a pas effectivement que l'enjeu carbone, il y a l'enjeu écologique global.
Les bateaux, les cargos, ils ont tendance un peu quand même de temps en temps à perdre des conteneurs dans la mer. Ils ont tendance à transporter sur leur coque des espèces invasives. Ils ont des moteurs qui font un bruit terrible pour la faune animale. Ils ont également, ils utilisent un pétrole qui est une saloperie absolue. Donc, si on additionne tout ça, je me dis, c'est peut-être mieux d'avoir un ananas qui vient par avion direct et qui est frais, qui vient d'être cueilli. À mon avis, je n'ai pas les chiffres, mais il ne faut pas en prendre que le carbone. Et pourtant, nous, on est branchés sur le carbone, mais il faut prendre toutes les dimensions écologiques et je ne suis pas convaincu que le bilan carbone soit la seule solution. Si je peux juste intervenir sur la banane, parce que j'ai travaillé dedans. Aux Antilles, ils ont fait un travail phénoménal sur la banane. Donc, moi, j'achète la banane française. Et surtout, sur le transport, en fait, ils ont optimisé avec les bateaux, puisque les bateaux amènent la nourriture aux Antilles. Et en fait, au lieu de repartir à vide, repartent avec les bananes. Donc, ce qui permet vraiment dans l'optimisation. Je vous invite à voir ce qu'ils ont fait en banane. Voilà. Donc, moi, je consomme toujours des bananes, mais j'achète des bananes françaises. Mais on ne peut pas rêver en se disant que les Antilles soient autosuffisantes quasiment dans ce qu'ils mangent et que les Français se passent de bananes. C'est pas possible de rêver. La culture aux Antilles, c'est canne à sucre, banane et un peu de légumes, donc ça va être un peu compliqué. Oui, mais ils peuvent quand même arriver à élever quelques... Enfin, je pense que, bon... Après, c'est la quand même question, moyen mais... d'améliorer les choses, hein. Après, ça dépend ce qu'on disait dans les choix. Hein. Enfin, quand on disait qu'on avait envie d'avocat aux bananes, mais voilà, le discours de Jean-Luc est intéressant de reprendre dans l'ensemble. Et je pense que regarder comment se cultive la banane et quand on voit la banane, voilà, s'il y en a qui ont envie de manger de la banane, je les invite à plus manger la banane française. Voilà, sur comment c'est cultivé. Voilà, il y a un énorme travail, c'est une des fiertés. Et donc, avec le transport aussi qui a été réfléchi. Alors le transport, il y a aussi un truc que je n'ai pas dit, qui fait sur le poids carbone, c'est le fait qu'il y a une chaîne du froid qui s'installe, qui est très longue et qui génère également énormément de gaz à effet de serre. Il ne faut pas négliger ça. C'est pour ça que je dis, moi, si on additionne tout, je me demande si l'avion quand même... Donc une banane qui vient d'être cueillie, moi je suis allé justement aux Antilles, j'ai mangé des bananes sur place. Je suis allé en Amérique du Sud, j'ai mangé des bananes sur place et elles n'avaient pas exactement le même goût que ce que je mange. Donc je me dis, des fois, les trucs qui seraient arrivés par avion, ça ne serait peut-être pas inintéressant. Voilà. Comme la mangue avion. Comme la mangue avion. Oui, la mangue. Eric, à toi la parole. Oui, ça t'est dit, redonner du sens, c'est quelque chose qui est important parce qu'à force de parler, on perd un peu le fil de l'eau. Rappeler que nos cantines sont les meilleures du monde. Alors, on peut en dire... Non, mais vous pouvez penser le contraire, hein. On a eu des récompenses et des prix mondiaux et moi je considère que nos cantines sont les meilleures du monde. Allez voir ailleurs, j'ai fait beaucoup de pays. Hein. Elles sont peut-être très mauvaises ailleurs aussi. J'étais aux États-Unis, j'étais bien ailleurs. Il n'y a pas de débat. En termes nutritionnels, les règles nutritionnelles chez nous sont certainement à un niveau exceptionnel. Alors, on peut considérer que certaines cantines ne sont pas bonnes, mais c'est presque dû à un cuisinier plutôt qu'à des règles de base qui sont mal appliquées. Donc, vraiment, on a une approche qui est plutôt super intéressante dans nos cantines, de la maternelle jusqu'à l'hôpital, même si on se bagarre à l'hôpital pour manger mieux, et il y a des vrais débats. Évidemment, c'est une approche globale. Évidemment, c'est de la pédagogie. Là, c'est comment faire, mais c'est de la pédagogie. Hein. Faut passer par des règles d'éducation de nos enfants pour redonner sens à tout cela. Je rappelle que pour la viande, on est à moins de 320 grammes par semaine en consommation. Depuis 10 ans, on baisse. Alors là aussi, il faut aller prendre les chiffres. Hein. Je peux vous les donner. Hein. Je fais partie de l'interprofession de la viande. Vous allez sur Internet, vous les verrez. On est à moins de 320 grammes par semaine. C'est-à-dire qu'en gros, on est à moins de 45 grammes par jour. Donc, pour ceux qui me disent qu'on mange trop de viande, sachez qu'à un moment donné, on ne va pas manger assez d'ailleurs. Donc, il faut trouver l'équilibre entre tout cela. Non, on peut être contre, hein, mais les chiffres sont là. Hein. 320 grammes, c'est en 2018. Hein. Et donc, on a encore baissé. Hein. Et malheureusement, il y a des produits, enfin, il y a des pays qui commencent à être plus riches et qui, eux, ont une forte consommation, une forte demande. Alors que nous, évidemment, on est plutôt à la baisse.
C'est peut-être donc un problème de riches, peut-être, je ne sais pas. Hein. C'est vrai que ceux qui ne mangent pas ont pas ce problème-là. Hein. Ceux qui n'ont pas accès à la nourriture de qualité, c'est vrai que c'est d'autres problèmes à traiter. L'achat local, ça a été dit par nos agriculteurs, ça a été dit par Jean-Luc, l'achat local n'est pas forcément vertueux. Je pense qu'il faut aussi considérer l'idée qu'on a des circuits d'approvisionnement qui sont et qui existent en France. Je pourrais parler des mines, par exemple, les marchés d'intérêt nationaux. Je pourrais parler des grossistes, des distributeurs qui ont la vertu, eux, à condition évidemment que nous soyons vigilants hein, sur le rôle de chacun et sur la part qu'ils prennent du gâteau, hein, que la rémunération soit bien équilibrée entre toutes les valeurs, qu'elle soit bien partagée sur toute la chaîne de valeur. Mais ça, c'est aussi notre rôle d'être vigilant là-dessus. En tout cas, on a des modèles de distribution en France qui sont vertueux. Et l'achat local, si chacun prend sa voiture pour acheter son poulet à côté, je ne pense pas, effectivement, pas très vertueux. C'est une évidence. On peut aussi parler évidemment de la qualité, de l'accès à la qualité, mais sachez quand même qu'on a aussi des obligations de volume pour nourrir tout le monde. Alors, sauf à baisser le nombre de portions par personne, sinon on n'arrivera pas à nourrir la planète de toute façon. Donc, on a aussi ce besoin de volume, malheureusement, pour pouvoir apporter de la nourriture à tout le monde. Il y a un élément que Jean-Luc a parlé qui me semble intéressant, c'est le froid. Sachez que tous nos produits, et en particulier les fruits et légumes, et si vous souhaitez, moi je peux vous faire visiter la société Pomona avec les fruits et légumes, vous verrez que la dépense énergétique du froid, c'est grandiose, quoi. C'est énorme. Vous avez des hangars réfrigérés à des températures qui sont nécessaires d'ailleurs pour conserver les produits, parce que évidemment, on ne va pas manger des pommes qui sont mal conservées, on ne va pas manger des fruits non mûrs pour les maternelles et les primaires, hein, parce que vous savez que pour les enfants, un fruit qui n'est pas mûr ne sera pas mangé, donc ça aussi, ça va générer du gaspillage. Et là, on n'est plus dans l'empreinte carbone. D'ailleurs, avec le travail que nous avons fait avec certains collaborateurs, et en particulier des chercheurs, et en particulier l'Agro-Campus de Rennes, on ne s'est pas du tout attaché à calculer l'empreinte carbone, mais l'empreinte écologique, ce qui est un peu différent, parce qu'on tient compte de beaucoup plus de choses, et ça a, à mon sens, plus de qualité, parce qu'on tient compte de l'eau, parce qu'on tient compte du transport, parce qu'on tient compte de la consommation, de l'énergie qu'il a fallu pour produire, etc., etc. Et donc, c'est, à mon avis, plus juste en termes de mesures, qui permet de prendre aussi beaucoup plus d'éléments pour avoir une planète, si possible, saine et durable. Voilà, en quelques mots, ce que je voulais vous redire, gardons mesure, gardons bon sens. La vérité de considérer l'idée qu'en proximité, ça va être de qualité et ça va être de qualité environnementale satisfaisante, c'est malheureusement pas souvent le cas. Là encore, il y a un truc que nous oublions souvent, et je le répète, nos agriculteurs, pour certains, se trouvent mieux rémunérés en allant du début de la chaîne jusqu'à la fin de la chaîne. Sauf ce qu'ils oublient de faire et ce qu'ils oublient de penser, c'est qu'ils ont beaucoup plus travaillé pour obtenir ce résultat. Et que cette énergie et ce travail, et moi je le vois bien, j'ai un agriculteur ce matin qui m'a livré de la volaille qui est à côté de chez moi, c'est la ferme de Beaumont qui fait de la volaille bio avec un jeune agriculteur. Mais il a fait la livraison, le petit gars. Puis il a tué chez lui, puis il a élevé ses volailles. Et tout ça, comment il a intégré cette valeur dans sa ressource et dans sa vente? Il ne l'a pas intégré. Il n'a pas payé, il n'a pas facturé la juste rémunération de son travail. Parce qu'il a travaillé plus. Évidemment, s'il passe par un distributeur, mais il ne va pas faire le rôle commercial, il ne va pas faire le rôle de la vente, il ne va pas le faire. Donc, évidemment, il va être moins rémunéré pour ça. Ce qui n'empêche pas que la rémunération, probablement le produit initial n'est pas assez payé. Ça, c'est un autre débat, mais il faut bien penser que chacun a un rôle à jouer et chacun prend une valeur là-dessus parce qu'il a joué un rôle. Voilà, merci. Merci beaucoup, Eric. Merci bien. Vous êtes nombreux à lever la main, vous réagissez vite, comme ça on fait tourner la parole. Mathis, après Alain, après Philippe. Je vais essayer de faire vite. Donc, du coup, ce que je voudrais rappeler déjà, c'était, on peut tout à fait vivre sereinement, manger équilibré sans manger de viande. C'est-à-dire que l'homme, il est omnivore. Ça veut dire qu'il peut manger de tout, mais pas qu'il doit manger de tout. Donc, c'est tout à fait possible d'être en bonne santé sans manger de viande du tout. Ensuite, j'entendais que plusieurs personnes avaient peur du véganisme. Personne ne veut imposer plus du tout d'élevage. Aujourd'hui, c'est pas ça la question. C'est en aucun cas. Les véganes, ce sont des personnes qui ne mangent pas du tout de produits d'origine animale, mais leur but, c'est pas que tout le monde fasse pareil. Donc,
quand je disais qu'on doit vraiment, enfin, que le végétarisme, c'est la chose qui est la plus efficace sur notre empreinte carbone, ça veut dire qu'il faut tendre au maximum vers le végétarisme. Donc, c'est-à-dire que collectivement, on mange de moins en moins de viande, que beaucoup de personnes, si possible, se mettent au végétarisme. Et voilà, donc je rappelle, il est tout à fait possible de manger équilibré sans manger de viande du tout. Ensuite, donc, ça, c'est un des points importants de la baisse de notre empreinte carbone. Après, il y a aussi donc, du coup, la façon dont certains aliments sont produits. Aujourd'hui, on le voit, du coup, on a parlé des engrais azotés. Quand on épand des engrais azotés sur nos cultures, en fait, ça émet beaucoup avec diverses réactions chimiques, on va réémettre des gaz à effet de serre. Et ça, c'est aussi une part importante de l'empreinte carbone de notre alimentation. Et globalement, ici se pose la question de nos modes de culture. C'est-à-dire que normalement, un sol, quand on plante quelque chose, il va stocker du carbone parce qu'une plante qui pousse, elle absorbe le carbone pour pouvoir vivre et elle produit de l'oxygène. Enfin, normalement, on voit tout ça en SVT. Et il y a une partie du carbone qui est stocké dans le sol. Le problème aujourd'hui, avec notre agriculture intensive, c'est qu'on n'arrête pas de travailler le sol, on retourne continuellement le sol. Et en fait, tout le carbone qui est absorbé par le sol, il est constamment rejeté dans l'atmosphère. Donc, il se pose aussi, on a parlé notamment de l'agroforesterie, de comment avoir des modes de culture donc, qui soient moins intensifs pour pouvoir garder ce carbone qui est dans le sol. Et donc ça, c'est effectivement, c'est une des solutions pour que notre alimentation soit moins carbonée, c'est d'avoir des modes de culture complètement différents pour garder ce carbone dans le sol. Et puis, je vais finir sur le point de l'éducation. Effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui passent par l'éducation. Moi-même, je travaille beaucoup sur l'éducation, du coup, à tous ces enjeux environnementaux, mais il faudra faire attention. Je sais qu'il y a un travail au niveau de l'Open Agri-Food qui est fait sur l'éducation. C'est un point de vigilance que j'émets, c'est que, il me semble que c'est beaucoup d'industriels qui travaillent dessus. Et il faut faire attention quand des industriels rentrent dans leurs écoles, parce que souvent, on a vu ça. J'ai des anecdotes des gens de McDo qui allaient dans les écoles et qui expliquaient que McDo c'était équilibré. Donc, il faut faire très attention à ça aussi, de bien avoir des points de vue très objectifs et de ne pas défendre des intérêts économiques dans nos écoles parce que ce n'est absolument pas le rôle de l'école de faire ça. Voilà. On est d'accord, Mathis. Merci beaucoup. Ouais. Alain ? Oui, tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Mathis. Là. Et moi, je dirais que la pédagogie, on devrait la mettre sur les secteurs où finalement ça aurait le plus d'influence, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir de nous amener dans nos assiettes ce qu'on est en train de manger, ce qu'ils mettent aux étals. Enfin, tout ce qui s'appelle l'agro-industrie a globalement un besoin de pédagogie par rapport à ça. Et si ces gens-là mettaient réellement du sens, mais au sens vrai, pas simplement des paroles, parce qu'ils en parlent en paroles, mais pas toujours en actes, s'ils mettaient vraiment du sens à leur métier, on n'aurait pas dérapé comme ça vers la transformation d'aliments qu'on n'a jamais demandé. Je ne sais pas, sincèrement, il y a des retours en arrière de ce côté-là qui sont très, très importants à faire. Et puis, un dernier point qui, moi, m'a choqué depuis longtemps, c'est quand on parle d'achat de proximité, effectivement, on ne sait pas si c'est à 5 km, 50 km, mais les aliments qui viennent du bout du monde et qui viennent en bateau, en supertanker. Ça a été évoqué tout à l'heure. Le supertanker, il brûle un carburant qui est un déchet de pétrole. C'est absolument abominable. Et il y a des rejets de soufre qui sont fantastiques. Et moi, j'ai lu quelque part ou vu quelque part que les 100 plus gros bateaux du monde émettaient plus de soufre que la totalité du parc automobile mondial. C'est-à-dire qu'on parle du carbone, on parle du méthane, on parle de... Le soufre, moi, je vous prédis qu'on va en parler dans quelques années parce que globalement, ça va être un des éléments écologiques pour protéger la planète. C'est pas un élément extrêmement sympathique. Donc, en fait, sur le transport, il y a une œuvre colossale à faire, il y a des progrès à faire. Et quand on aura des bateaux à voile et puis propulsés par l'énergie électrique propre, verte, là, on sera bien. Mais actuellement, ce qui se transfère à travers le monde, il y a en particulier la tomate. La tomate est un élément qui parfois, il fait 2 fois le tour du monde avant d'arriver dans votre assiette. Enfin, il y a des inepties totales. Au niveau du transport, il y a tout à revoir. Merci beaucoup, Alain. Philippe ? Oui, juste pour appuyer sur 2-3 points, effectivement, nous, on gagne 3 € de l'heure avant de nos volailles, à faire nos volailles. Donc, je confirme que l'avant direct, effectivement, c'est parce qu'on a du temps et qu'on est longtemps. Voilà, qu'on aime notre métier et qu'on aime aussi nos clients et qu'on ne veut pas vendre plus cher pour que ce soit accessible à tous.
Juste un mot sur le stockage de carbone dans le sol. Effectivement, nous, on a travaillé de fond, ça fait 15 ans qu'on ne laboure plus. Mais là, avec la suppression du glyphosate, on va se remettre à labourer. Alors, on va faire des petits labours, c'est-à-dire qu'on est en train d'acheter une charrue des chômeuses, c'est-à-dire qu'on va juste labourer 8 à 10 cm pour remettre les mauvaises graines dans le fond, pour avoir un sol qui soit plus propre pour implanter nos cultures. Et signaler à Mathis, que j'adore et que j'invite chez moi à venir me rencontrer, on parle vraiment d'agronomie et terrain, que les bios sont obligés de labourer. Et donc, ce n'est pas en agriculture biologique qu'il y a le plus de vers de terre. Nous, on a beaucoup de vers de terre dans notre sol et le fait de labourer, on casse les petites cabanes à vers de terre et on a beaucoup de vers de terre en bio. C'est pour ça que c'est pas tout blanc, tout noir, c'est pas intensif et extensif. Tout ça, c'est un maillage de tout, c'est un des consensus en permanence. Et pour renforcer par rapport aux protéines, effectivement, pour amener de l'azote dans le sol, il faut produire des protéines. Et pour produire des protéines, il faut des clients. Donc, on a monté une association interrégionale qui va, là, chez Eric, que je vais donner aussi une occasion de venir nous rencontrer. Donc, une association qui regroupe aussi bien le producteur, donc c'est les chambres d'agriculture qui vont représenter les producteurs, jusqu'à la consommation et les prestataires de services, et les grossistes, les coopératives, les négoces, qui sont tous les intermédiaires. Le but, c'est de recréer une chaîne de valeur où tout le monde puisse avoir son revenu. Et donc, c'est légumineuses à graines pour la consommation humaine. Donc, c'est répondre à un marché qui répondrait à la production d'azote dans le sol, puisque la protéine et apporter un revenu à l'agriculteur, une diversification en même temps. Donc, voilà, on ne fait pas rien. Donc, les chambres d'agriculture bossent aussi bien sur la partie protéines et globale et aussi sur la partie aussi protection du sol avec la mise en place de haies, la mise en place d'agroforesterie. Personnellement, on a planté des arbres dans le champ, même si on est en grande culture. Mais ça me plairait de vous recevoir. On fait une porte ouverte le 12 septembre, si vous voulez venir. Je fais de la pub. On n'a rien à vendre ce jour-là. C'est pour venir discuter, aussi, discuter terrain. Moi aussi, j'aimerais bien. Voilà. Hein. Je vais venir le 12 septembre. Je vous invite tous. Super. Il existe des interprofessions aussi en volaille, puisqu'on a créé, moi j'étais l'un des premiers signataires, Envol, qui a été créé. Donc là aussi, que ce soit la viande enfin la viande, les bovins, les porcs ou les volailles, on a des interprofessions. On a sur notre région Interbev Centre. Moi, ce que je souhaiterais, c'est, comme tu l'as dit, c'est qu'on se mette autour de la table avec toutes les filières, puisque dans une interprofession, on a toutes les filières, et qu'on se dise comment on construit demain dans notre territoire quelque chose qui tient. Parce que la vraie vérité, c'est pas de créer de la valeur, c'est pas de construire des systèmes vertueux, c'est qu'il faut qu'il y ait des acheteurs. Et on l'a bien vu avec la région centre. Moi, j'ai rencontré Bono à un moment donné, et Bono me dit on a créé une SIC et personne n'est venu. Ben non, parce que vous avez créé les conditions de production, mais il n'y avait pas d'acheteurs. Donc, la vraie vérité, elle vient de nous tous ici présents, et encore nous sommes tous des convaincus. Mais si on n'a pas des gens qui demandent, alors l'agriculteur ne sera pas en production. Parce qu'il ne va pas vendre quelque chose, enfin, il ne va pas fabriquer quelque chose qu'il ne va pas vendre. Donc, revenons à la vraie vérité, faisons acte de commande. Et là, je rejoins du coup notre jeune homme tout à l'heure en disant il faut que les départements, les régions s'engagent à faire un acte d'achat par de la contractualisation tripartite pour que chacun s'engage à produire. C'est par exemple ce que j'ai fait avec Pomona. Je vais signer prochainement un contrat tripartite pour que on soit sûr que la valeur soit gagnée sur toute la ligne de la production et qu'on accompagne, non pas sur 3 ans, mais sur 4 ou 5 ans, des volumes avec un producteur de fruits et de légumes dans la proximité la plus proche. Et c'est ça qui va nous permettre de grandir en volume, même si ça passe par un grossiste, à condition que la valeur soit bien répartie. Mais ça nécessite un vrai engagement. Et aujourd'hui, on en est loin, en tout cas dans notre région, c'est très clair. Partout. Et juste pour compléter sur les initiatives carbone en agriculture, il y a pas mal de choses qui se passent en France. Il y a le label bas carbone qui sort, il y a pas mal de travail qui sort sur le stockage du carbone. Et il y a plein de choses qui vont se passer. On regarde les pratiques, nous on regarde un peu sur les itinéraires. Il y a aussi des choses de valorisation sur des colzas ou des tournesols bas carbone. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se passent sur le carbone en agriculture et c'est intéressant. Je vous invite à suivre aussi ce qui se passe sur les pratiques et tout ce qui peut être mis en place au niveau de l'agriculteur. Et il y a même un financement qui est sorti des jeunes agriculteurs
pour faire un diagnostic de stockage du carbone. Donc, c'est le ministère qui vient de le lancer. Donc, on voit que le carbone vient le sujet en agriculture qui prend une part importante sur le point positif, ce que disait Alain, sur la partie stockage du carbone et le rôle important de l'agriculture sur la partie stockage. Merci beaucoup, Séverine. C'est vraiment important aussi de le souligner. Barbara, tu voulais intervenir? Oui, donc juste moi, c'est vrai que le débat d'origine, c'était comment réduire l'empreinte carbone de notre assiette. Alors moi, je trouve ça formidable parce qu'en fait, c'est parti dans tous les sens et ça prouve bien un petit peu la complexité. Parce que le sujet, c'est pas que le sujet soit complexe, c'est qu'en fait, l'alimentation, ça recouvre tellement de choses et je rejoins complètement Alain quand il dit que prendre des super tankers pour nous ramener des pommes ou des tomates, c'est une aberration totale. Je rejoins totalement Mathis quand il dit que les lycéens doivent avoir du choix pour pouvoir se composer une assiette équilibrée. Je rejoins aussi absolument Eric qui dit que nos cantines font de vrais efforts et que c'est là aussi que passe l'éducation de nos enfants, mais que pour que les agriculteurs produisent, il faut qu'on commande et il faut qu'on le mange aussi beaucoup, parce que ça a été un petit peu évoqué, mais la plus grosse empreinte, c'est le gaspillage, c'est de jeter. Donc, quand dans les cantines, ils font des plats entiers qui ne sont pas mangés parce que les élèves n'aiment pas ou parce qu'ils ne veulent pas manger de viande, ça aussi, c'est important, c'est un point à travailler. Et moi, j'ai l'impression que on en revient toujours à la même chose. On a besoin d'informations vraies et complètes sur la boucle qui existe aussi bien en agriculture qu'en transformation, qu'en distribution, de tout ça. C'est cette information qui manque. Une éducation des plus jeunes, mais même de nous. Et surtout, rester sur du bon sens, quoi. C'est vrai que quand on prend l'exemple des tomates de Bretagne, une tomate cultivée en serre, est-ce que c'est en serre chauffée, hein, je m'entends, parce que qu'elle soit cultivée en serre, c'est pas le problème, mais qu'elle soit cultivée en serre chauffée, est-ce que c'est bien nécessaire? Donc, on est responsable de nos choix et si on arrive à garder du bon sens, du lien, c'est aussi toujours ça qui manque. Le lien entre les différentes personnes, entre les différents acteurs, entre les différents utilisateurs. Donc, le bon sens, le lien, la connaissance et le plaisir, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Hein. Sachant que les serres chauffées, ça dépend comment elles sont chauffées. Je vais vous raconter une anecdote. Nous, on est partenaire avec les gens qui s'appellent Demain la Terre. Et au Salon de l'Agriculture, on devait faire une intervention. Ils avaient alors que c'était en février, ils avaient des framboises, ils avaient un certain nombre de choses qui n'étaient absolument pas de saison. Alors que nous, vraiment, on se bat pour que les produits proposés soient de saison. Et je rencontre le producteur. Il me dit, oui, mais vous savez, c'est vrai que ce n'est pas de saison, mais nous, on est un cas un peu particulier. Quoi? Nous, on est à Chinon. Je dis, oui, alors? Eh bien, à Chinon, nos serres, elles sont chauffées, c'est vrai, mais avec les rejets de la centrale nucléaire. Alors, c'est pour ça qu'on peut se permettre de produire des fruits et légumes toute l'année sans aucun problème. Et bon. Alors, je lui ai dit, mais pourquoi vous ne communiquez pas là-dessus? C'est génial. Et il m'a dit, jamais je communiquerai là-dessus parce que les gens vont croire que mes fruits et légumes sont radioactifs, donc je ne communiquerai pas là-dessus. Voilà. Donc, ça dépend comment. Même en Bretagne, s'il y a des panneaux solaires, enfin, s'il y a des choses comme ça peut être, quand on dit serre chauffée, il ne faut pas non plus condamner complètement la serre chauffée, même si c'est par pétrole ou par charbon, là, c'est plus problématique. Voilà. Non, pas par pétrole et par charbon. Ça, c'est non, non, non et non. Voilà. Par contre, récupérer de la chaleur provenant d'ailleurs, je veux bien, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de récupérer cette chaleur pour une autre utilisation que pour cultiver des fruits et légumes? Parce que je rappelle que 25% de notre empreinte carbone provient de l'alimentation, mais 75% n'en provient pas. Et donc, 75%, c'est l'énergie. Et là, il y a aussi un vrai débat et un vrai problème à soulever. Donc, à un moment donné, voilà quoi, l'équilibre. Donc, non, les serres chauffées, pétrole, charbon, c'est inacceptable. Pas moyen. Jean-Luc, est-ce que vous voudriez bien nous décrire Bon pour le climat en quelques phrases? Parce que je trouve que c'est une initiative vraiment intéressante que tout le monde ne connaît pas forcément. On a aussi tous les auditeurs sur Facebook. Juste quelques mots. En quelques mots, oui. Alors, Bon pour le climat, c'est une association que j'ai créée pour la COP21. L'idée étant de trouver le moyen d'aider les gens à changer leur alimentation pour qu'elle soit effectivement bas carbone. Donc, on a mis au point un éco-calculateur qui permet de calculer le poids carbone de ces plats. Et pour que
le changement d'alimentation soit le moins douloureux possible, on fait appel, nous, à des chefs de cuisine. C'est-à-dire, on a depuis le chef 3 étoilés jusqu'au food truck, qui conçoivent des recettes qu'on appelle bonnes pour le climat. Et alors, le critère pour que ce soit bon pour le climat, c'est d'inverser. En gastronomie, la proportion, c'est 2 tiers d'animal pour 1 tiers de végétal. Nous, on dit, vous inversez la proportion, vous mettez 1 tiers d'animal et 2 tiers de végétal. Et comme vous avez de la viande que vous payez en moins de grande quantité, vous montez en gamme, hein, et vous sortez et vous proposez. Mais également en fruits et légumes, vous montez en gamme. Et puis le deuxième critère, c'est le respect de la saison. Ça, c'est un critère absolu pour l'aspect bas carbone, mais aussi pour l'aspect nutritionnel, et puis aussi pour l'aspect économique, parce que les légumes en pleine saison, les fruits et légumes en pleine saison, c'est là où ils coûtent le moins cher. Et enfin, dans la mesure du possible, s'il y a des productions locales, vous vous approvisionnez en local, mais sinon, vous n'hésitez pas éventuellement à aller ailleurs. Voilà, en gros, c'est ce qu'on fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci Jean-Luc. Est-ce que quelqu'un veut encore s'exprimer? Oui, moi, j'ai pas encore parlé. Et, il y a un sujet que je trouve important auquel on n'a pas du tout discuté, c'est également le mode de vie. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, on est certains par exemple, travailler et faire des heures pas possibles, ce qui fait qu'on rentre le soir et qu'on n'a pas forcément l'occasion de cuisiner. D'autres qui habitent par exemple une ville et qui sont pas près d'une campagne ou qui doivent faire des kilomètres pour manger un produit X ou Y. Et je pense qu'il y a vraiment un effort à faire là-dessus sur peut-être notre mode de vie. Alors là, ça pousse à vraiment des sujets un peu lointains, mais je pense que c'est important pour réguler notre assiette. Et je voulais juste mentionner quelque chose parce que je trouve ça important également. Je pense que la liberté personnelle commence où celle de l'autre, s'arrête où celle de l'autre commence. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on parle on a beaucoup parlé du vegan, de manger de la viande, et je pense que chacun peut faire ce qu'il veut. Je pense que c'est Jean-Luc qui avait mentionné, on a le droit de manger de l'avocat, mais on a tous les droits. Aujourd'hui, on a de la chance en France, on peut faire ce qu'on veut. Alors respectons-nous, et je pense que si on vit alors c'est peut-être utopiste, hein, mais si on vit dans un monde où certains veulent manger de la viande, ou certains ne veulent pas, ou si certains font les efforts qu'ils souhaitent, je pense que déjà on fera énormément de choses. Merci beaucoup, Sophie. Merci. On a le droit de manger de l'avocat à condition de ne pas circuler en SUV en pleine ville. Voilà. C'est un résumé. Mathis, tu voulais intervenir? Oui, rapidement, du coup, sur ce que Sophie vient de dire, effectivement, dans un monde parfait, chacun pourrait faire ce qu'il veut, mais il faut quand même rappeler que si on veut assurer à ma génération et à la génération qui vont venir un avenir à peine, décent, juste décent, notamment avec le réchauffement climatique, il faut qu'on diminue d'ici 2030, donc dans 9 ans, de 50% de nos émissions de gaz à effet de serre, et c'est-à-dire que collectivement, on doit vraiment choisir de baisser tout ça, de baisser nos émissions, et on ne peut pas dire ceux qui veulent arrêter de manger de la viande, arrêter de manger de la viande, et ceux qui veulent en manger tous les jours, manger tous les jours. Il faut absolument que tous ensemble, on arrive à prendre des décisions et qu'on le fasse. Ce n'est pas parce qu'on a le droit de tout faire qu'on doit forcément tout faire. Donc, je voulais aussi rappeler ces enjeux-là, parce qu'effectivement, la liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres, mais il y a une liberté qui, pour moi, est la plus grande des libertés, c'est la liberté de vivre. Et actuellement, on va dire que ce soit la perte de l'effondrement de la biodiversité ou le changement climatique, il compromet en fait entièrement cette liberté-là. Et j'ai pas envie de vivre dans une société où on a des canicules constantes en été, où en fait on peut mourir juste en sortant dehors à cause de la chaleur parce qu'on vit dans une zone où il fait tellement chaud qu'on peut plus vivre. Donc voilà, c'est aussi ça qu'il faut rappeler. Et effectivement, Sophie, tu as commencé par parler de ça, il faut changer globalement de mode de vie, c'est-à-dire que moi, j'ai de la chance encore, là je ne suis pas trop actif, et encore j'ai l'année du bac, j'ai la chance de pouvoir jardiner, encore de pouvoir cultiver mes tomates, mes courgettes, mes poivrons, etc. Donc effectivement, là, au niveau local, c'est parfait. Il n'y a pas de transport et tout est bio.
Mais effectivement, si on continue d'être dans cette société où on part au boulot et on rentre le soir tard et on n'a rien d'autre à faire que consommer et même pas avoir de loisirs, ou on n'a pas de place pour même cultiver son potager, enfin, c'est fondamental pour moi. Mais en fait, on va arriver à rien. Et donc, effectivement, on parle beaucoup de changements très précis à effectuer. Mais ce qui est important, c'est aussi de penser les changements globaux. Et c'est vraiment ça qu'il va falloir qu'on change. Et c'est, on va dire, notre plus gros défi qui nous attend et qui englobe absolument tous les autres défis. Merci beaucoup. Simon, tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais juste vous faire une petite réaction du chat, peut-être avant de passer la parole à Alain. Je voyais qu'il levait la main. Une réaction que je trouvais très intéressante de Eric qui nous dit « Il y a plein de nouvelles choses qui se pratiquent dans le carbone, mais j'entends que c'est toujours chacun dans sa communauté. En France, les filières sont organisées en mode pyramidal et silo, alors qu'aujourd'hui, c'est de l'intelligence collective territoriale que nous pourrons faire émerger des solutions. En région, mieux vaut apprendre à créer des ponts plutôt que de rehausser les anciens murs. » Je trouve ça très beau. Oui, c'est très bien. Merci beaucoup, Simon. Merci. Alain? Oui, donc très très belle formule. Moi, ce que je voulais dire par rapport à ce que vient de dire Mathis, c'est qu'effectivement, on est dans notre beau pays qui s'appelle la France, mais qu'on est surtout pour défendre la planète, c'est-à-dire la Terre entière, et que si on prend des petites initiatives sur des sujets qui ne sont pas forcément fondamentaux, on a très peu de chances de changer quoi que ce soit. Donc, il faudrait que la solidarité se fasse, celle que l'on souhaite, se fasse à l'échelle mondiale, que le bon sens soit à l'échelle mondiale et qu'on le décline et qu'on prenne les actions qui sont les plus efficaces. Sincèrement, l'assiette carbone, il fallait qu'on en parle et c'est très très intéressant, mais il y a tellement de sujets par rapport à la déforestation, par rapport aux incendies de forêt, par rapport, même on ne sait même pas, les océans qui couvrent 70% de la planète, c'est le plus gros stock de carbone qui existe. Et on ne sait pas quand les océans stockent et quand ils déstockent. C'est-à-dire qu'on a des inconnus scientifiques sur des bilans de carbone qui sont colossaux. Donc, en fait, il faudrait un tout petit peu d'humilité parce qu'il y a des trucs qu'on ne connaît pas, mais surtout, abordons les sujets en prenant les choses les plus efficaces, les plus importantes. Et le transfert, là, ce que j'évoquais au niveau des supertankers, c'est vraiment un super sujet. On ne peut pas ne pas en parler, on n'en parle pas beaucoup d'ailleurs, mais il faut en parler. C'est un truc, il faut... Parce qu'actuellement, on a du transport qui ne coûte pas cher, mais qui ne coûte pas cher avec des bateaux qui sont des dépotoirs. C'est-à-dire ces bateaux-là, si on voulait les rendre opérationnels, il faudrait quasiment monter sur le bateau une usine de traitement de fumée. Il faudrait dépolluer et ça coûterait des fortunes. Et là, d'un seul coup, le bilan financier s'inverserait. Actuellement, on ne paye pas cher le trajet de la tomate autour du monde parce qu'on transporte dans des conditions qui ne sont pas écologiques, mais vraiment pas écologiques du tout. Très bien, merci Après, beaucoup. on pourra parler aussi à un moment donné, peut-être, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais de pêche industrielle, parce que dans les océans, il y a aussi ce qui se passe en dessous et il y a des enjeux là, vraiment colossaux. Et pour l'instant, les solutions ne sont pas évidentes. Tout à fait. Tout à fait. Bien, on arrive au terme de ces échanges. Est-ce qu'un citoyen et un acteur économique pourraient se dévouer pour dire ce qu'il a retiré de cet échange, avoir un petit mot de conclusion? Voilà. Au hasard, Barbara. Ah ben Barbara a levé la main. Oh, comme ça tombe bien. Ouais, là, désolée, je me suis dit, je vais les griller tous au poteau. Non, c'est juste que moi, je trouve que on a déjà eu plusieurs débats et c'est vrai que ce soir, le débat était intense, il était riche. On pourrait, je pense surtout aux personnes qui étaient sur Facebook, on pourrait penser qu'à un moment donné, on était en opposition. Et en fait, ce n'est pas le cas du tout. Chacun amène ses connaissances, son point de vue, sa façon de voir, mais c'est toujours fait effectivement dans le sens de nous enrichissons. Et il n'y a pas, comme disait Florence en préambule, il y a personne n'a raison, personne n'a tort. On apprend tous à chaque fois. Et moi, alors, comme dit, ce soir, c'était très intense. Il y a eu beaucoup de choses. Ça peut même paraître brouillon, mais moi, je suis très contente parce que je me dis qu'avec toute cette énergie, avec toute cette volonté, avec toutes les compétences de chacun, la capacité qu'on a tous, eh ben, moi, je trouve que c'est formidable. C'était vraiment très, 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 très intéressant et intense. Et si on continue dans cette voie-là, eh ben, en plus, il n'y a pas qu'une seule voie. Donc, on va trouver tout un tas de solutions chacun
chacun de notre côté, et en mettant tout ça en commun, on va réussir à faire quelque chose de formidable. Et je persiste, Mathis, hein, on va s'en sortir, parce que l'espèce humaine a toujours réussi au cours de son histoire à être créative, à trouver des solutions. Et souvent, quand ça semblait perdu, quand on est toujours capable du pire, ça on arrive bien à se le rappeler, on aime bien s'auto-flageller, mais on est aussi capable du meilleur, on arrive à trouver des choses auxquelles qu'on n'imagine même pas aujourd'hui. Donc moi j'y crois, hein, et je crois vraiment à notre force collective, quoi. Voilà. Merci, c'est trop enthousiasmant, c'est génial. Merci Barbara, merci beaucoup. Est-ce que j'ai le droit de dire quelque chose? Ah ben voilà, ce sera l'acteur économique qui va conclure. Il y a un truc, il y a un point que je crois on a évoqué, mais qu'il faut qu'on ait tous en tête, c'est qu'il faut absolument, pour que ça réussisse, redonner de la valeur à l'agriculture et à l'élevage. Le vrai drame qu'on a actuellement, c'est qu'on va avoir bientôt des campagnes qui vont être désertes et qu'il n'y aura plus que l'agriculture intensive parce que justement, ils ne sont pas suffisamment rémunérés. Et je crois que ça, c'est une catastrophe et qu'il faut vraiment inverser cette tendance. Merci beaucoup. Merci Jean-Luc. Et le dernier mot de la fin pour notre Philippe, notre vice-président. Non, mais je ne vais pas être long. Et moi, je suis un peu comme Barbara, même beaucoup comme Barbara. Je suis persuadé qu'on va y arriver. On s'est bien entendu, on n'a pas tous le même avis, mais c'est comme sur les plastiques. On a quand même, on arrive à avoir des points de convergence, parce que tout n'est blanc, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, mais on a envie. Et maintenant, à nous de donner envie, parce que là, on se fait plaisir. À nous de donner envie dans ce qui va être créé. J'ai vu le petit ballon que je donne, que j'envoie à Eric sur la filière protéines. Et là, il faut qu'on soit tous dedans. Et en créant cette chaîne de valeur, et que chacun puisse s'y retrouver et qu'on réponde à une envie, je suis persuadé qu'on va y arriver. C'est vrai que Mathis, tu as raison. Il y a quand même le feu, puisque toute action qu'on mènera en ce moment aura des répercussions positives dans 30 ans. Donc effectivement, quand même, c'est que on est quand même, c'est les 30 dernières années qui étaient très intenses qui font que là, ça va se réchauffer et ça va encore se réchauffer. Donc, dans le même temps, il faut s'adapter. Donc, on va tous s'adapter. Il y en a qui vont profiter de ce réchauffement, mais il faut quand même, dans le même temps, être tous là pour atténuer, alors stocker tout ce qu'on peut stocker. Et le mieux, c'est d'en émettre le moins possible. Mais ce n'est pas seulement l'approche carbone. Je reviens sur l'approche environnementale, c'est bien une approche globale. Si on prend que la fenêtre carbone, ce n'est pas la bonne solution. Et là, je reviens, pas mal d'interventions de tous. Bonne soirée. Un grand merci. Alors, je vous rappelle que le 12 septembre, nous sommes tous chez Philippe pour boire un coup. Et surtout, ne loupez pas, notez bien dans votre agenda. Moi, j'ai noté en tout cas. Et notre prochain rendez-vous, c'est quand, Simon, des aliments engagés? C'est le 26 juin. Ah, tu n'as pas ton micro. Ah, voilà. Sur le PowerPoint, tu dois l'avoir normalement, c'est fin juin, oui. Ah, attends. Et ça sera, alors je dirais peut-être de tête le jeudi 27 juin, et ça sera sur le thème « Nos enfants savent-ils bien manger ?» Voilà. Justement, on parle souvent de l'éducation à l'alimentation dans nos débats, et donc c'est de savoir comment on peut justement mettre en place cette éducation à l'alimentation. C'est le 24 juin. Le 24 juin, voilà. 24. Jeudi 24 juin, 18h. On pourra vous le rappeler quand on boira un petit coup chez Philippe. Ah non, c'est le 12 septembre. Non, c'est le 12 septembre. C'est une erreur de date. Comme j'ai hâte. Vaut mieux aller chez Eric le dimanche. Là. Eric, il nous a signalé que le dimanche 2 juin, il faisait quelque chose là. Donc, à Orsay. Le plateau de Saclay. Ah, ça va. Parce que comme le disaient certains d'entre vous, c'est bien d'en parler, mais il faudrait le faire. Donc, moi, je suis plutôt un faiseur qu'un diseur. Donc, voilà, on fait. Super. Merci beaucoup à tous pour votre présence, à Elisabeth pour cette première fois. On espère qu'on la reverra souvent. C'était très sympa, les échanges. Et puis, à bientôt. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir.